au dîner de famille, j'ai enduré les insultes du copain de ma cousine sous les rires de tous. On m'a dit que j'étais trop sensible. J'ai attendu qu'il vende sa start-up pour mentionner le procès que j'ai intenté contre lui. Le silence fut soudain. Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler de ma famille. Non pas parce que nous sommes secrets, mais parce qu'à chaque fois que je le fais, quelqu'un essaie de surenchérir sur mon malheur avec un « Oh, tu crois que ta famille est terrible ?» Mais je vous assure, la mienne est de cette sorte de toxicité qui ne vous hurle pas au visage ou ne jette pas la vaisselle à travers la pièce. Non, ma famille se spécialise dans quelque chose de pire, les commentaires à double sens, les sourires narquois passifs-agressifs, et le genre de manipulation que vous ne réalisez même pas avant d'être à mi-chemin du retour chez vous, vous demandant soudain pourquoi vous vous sentez comme une ordure. Je m'appelle Thomas. J'ai 29 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de maintenir une saine distance entre moi et les personnes qui m'ont élevé. Mais, comme vous le verrez, parfois, peu importe la distance que vous parcourez, le passé vous rattrape, vêtu d'un costume, avec un faux sourire et un verre de vin à la main lors du dîner de la Toussaint. Pour le contexte, je travaille dans le conseil juridique, spécifiquement avec des startups en phase de démarrage. Je les aide à éviter les poursuites ou, parfois, on fait appel à moi après que le mal est déjà fait. Je reste discret. Je ne me vante pas. Je n'amène pas mon travail aux réunions de famille. Et la plupart du temps, je ne corrige même pas les gens quand ils supposent que je travaille encore dans ce cabinet d'avocat où j'ai fait un stage il y a 6 ans. Pourquoi ? Parce que dès que quelqu'un dans ma famille pense que vous réussissez trop bien, vous devenez une cible. Un punching ball, une histoire qu'ils peuvent réécrire pour l'adapter à leur version des événements. Prenez ma cousine Léa, par exemple. Elle et moi étions inséparables quand nous étions enfants. On construisait des cabanes en oreiller, on inventait des chansons stupides pendant les trajets en voiture, on partageait tout. Mais une fois que nous avons atteint la vingtaine et que j'ai commencé à gravir les échelons alors qu'elle semblait stagner, quelque chose a changé. Elle est devenue amère, cassante. Chaque interaction ressemblait à un test que j'ignorais passer. Mais malgré tout, j'essayais. J'allais à ses anniversaires, j'envoyais des cartes de vœux, je l'ai même aidé à corriger son CV une fois. C'était mon erreur, de penser que l'effort me vaudrait de la bienveillance. Pour la dernière Toussaint, j'hésitais à sauter complètement le dîner de famille. J'avais eu quelques mois difficiles. De longues heures, quelques cas compliqués, peu de sommeil. Mais ma mère m'a fait culpabiliser, à sa manière habituelle. « Tu ne prends plus jamais de temps pour la famille », a-t-elle dit au téléphone, sa voix empreinte de ce ton déçu qu'elle a maîtrisé au fil des ans. Léa amène son nouveau petit ami. Tout le monde est impatient de le rencontrer. J'aurais dû savoir que c'était une façon de dire que ça allait être un cirque. Et que Jean serait l'attraction principale involontaire. Alors, je suis venu, j'ai apporté une bouteille de vin. Rien d'extraordinaire, juste assez pour éviter les questions. Le dîner avait lieu chez ma tante et mon oncle, comme toujours. Grande table de salle à manger en chêne, chaises dépareillées, fausses bougies scintillantes. Même si les lumières du plafond étaient déjà aveuglantes, tout le monde était là. Ma mère, bien sûr, tante Carole et oncle Marc, qui ont toujours eu l'air de sortir d'une sitcom familiale des années 90, mais qui agissent comme s'ils auditionnaient pour une émission de télé-réalité intitulée Mesquin et fier de l'être. Mon jeune frère Julien, qui reste généralement silencieux à moins que quelqu'un ne parle de crypto-monnaie. Et Léa, assise fièrement à côté d'un type que je n'avais jamais vu auparavant, souriant comme si elle venait de gagner au loto. « Voici Benjamin », a-t-elle annoncé alors que j'entrais. Il a fondé une application qui aide les petites entreprises à se connecter avec des investisseurs. C'est quelqu'un d'important. J'ai souri poliment, hoché la tête, lui ai serré la main. Il avait ce genre de poignée de main qui est plus une performance qu'une connexion. Ferme, mais sans aucune chaleur derrière. Il était habillé chic, comme s'il voulait être confondu avec un PDG à tout moment, blazer marine, montre d'apparence chère, mocassins sans chaussettes. Et dès que je me suis assis, je l'ai senti. Il avait quelque chose à prouver. La première pique est arrivée avant même que nous commencions à manger. Nous parlions des villes où nous avions voyagé, et j'ai mentionné un voyage client à Lyon. Benjamin a souri de l'autre côté de la table et a dit « Oh, j'adore quand les avocats prétendent être des entrepreneurs. C'est mignon. » Juste comme ça. Pas de clin d'œil, pas de sourire pour adoucir. Juste un coup porté avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui a l'habitude que les gens rient avec lui. Et ils l'ont fait. Tante Carole a laissé échapper un petit grognement.
Oncle Marc a gloussé. Même ma mère a esquissé ce sourire aux lèvres pincées du genre « il n'a pas tort, Thomas ». J'ai encaissé. J'ai appris à ne pas réagir. Si vous réagissez, vous leur donnez du grain à moudre. Plus tard, alors que nous nous passions la purée de pommes de terre, Benjamin a commencé à parler de son entreprise. Son ton avait cette inclinaison suffisante que j'ai fini par associer au type qui pense qu'être le plus bruyant dans la pièce signifie qu'ils sont les plus intelligents. Nous révolutionnons le secteur des petites entreprises, a-t-il déclaré. Personne ne fait ce que nous faisons. Nous avons déjà levé 2 tours de financement et l'année prochaine, c'est la stratégie de sortie. J'ai hoché la tête, je suis resté silencieux. Mais je sentais Léa qui me regardait, attendant que j'intervienne. Presque comme si elle voulait une dispute. Elle n'a jamais aimé être la seconde en quoi que ce soit. Et dans son esprit, ce dîner était son tour d'honneur, nouveau petit ami, start-up à succès, tous les yeux rivés sur elle. Benjamin a continué, citant des noms d'investisseurs, lançant des mots à la mode comme disruptif et escalable. Comme s'il nous faisait un pitch au lieu de manger de la dinde. À un moment, il m'a regardé directement et a demandé « Et toi, Thomas ? Tu fais toujours ce que tu fais, quel que soit ce que c'est. » Ça a provoqué un rire. Un vrai cette fois, de la part de plusieurs personnes. Mon oncle a même ajouté « Il poursuit probablement quelqu'un pour l'avoir traité d'ennuyeux. » Celle-là a fait plus mal que prévu. C'était une réplique si stupide, mais la façon dont tout le monde a gloussé a clairement montré qu'ils pensaient tous la même chose. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Pas vraiment. J'ai essayé d'en rire, j'ai pris une gorgée de vin, j'ai souri et j'ai dit « Oui, quelque chose comme ça. » Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose se nouer dans ma poitrine. Le genre de tension qui commence comme de la frustration, mais qui se durcit en quelque chose de plus froid si on la laisse s'installer. Benjamin a continué à lancer de petites piques sur les avocats qui seraient des parasites, sur le fait que la vraie innovation se produit en dehors des tribunaux, sur le fait que les seules personnes qui poursuivent les startups sont celles qui n'ont rien pu construire elles-mêmes. Chaque fois qu'il disait quelque chose, je regardais Léa. Elle n'a jamais bronché, ne m'a jamais défendu. En fait, elle semblait fière de lui. Finalement, j'ai pris la parole. J'ai dit, tu sais, je suis heureux que ton entreprise réussisse, Benjamin, mais toutes les poursuites ne sont pas une tentative de récupérer de l'argent facile. Certains d'entre nous essaient de tenir les gens pour responsables quand ils dépassent les bornes. Mon ton n'était pas en colère. Il n'était même pas tranchant, juste ferme. Mais à la seconde où j'ai dit ça, ma mère a levé les yeux au ciel. Thomas, a-t-elle marmonné, peut-être que si tu n'étais pas si sensible tout le temps, les gens ne plaisanteraient pas autant. Ça a été la goutte d'eau. Ça a ouvert les vannes. Parce que ce n'était pas seulement Benjamin. C'était eux tous. Des années de milliers de petites piques déguisées en blagues, un millier d'attentes tacites et le rappel constant que, quoi que je fasse, je serai toujours celui qui prend les choses trop au sérieux. Alors, je me suis tu. J'ai serré les dents. Je suis resté silencieux. Mais ensuite Benjamin, souriant et inconscient, a commencé à parler d'un procès qu'il venait de recevoir. Un clown a déposé cette plainte bidon pour violation de propriété intellectuelle, a-t-il dit en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Il pense qu'on a volé son pitch deck ou quelque chose comme ça. Honnêtement, c'est pathétique. On n'est pas inquiet. Mon équipe juridique est déjà en train de le démolir. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose basculer parce que je savais exactement de quoi il parlait. J'étais ce clown. Et soudain, je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. J'ai juste souri, je me suis adossé à ma chaise et j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Je ne parle généralement pas de travail au dîner, mais je crois que je connais cette affaire. En fait, je pense que c'est moi qui l'ai déposé. Et c'est là que les rires ont cessé. Benjamin a été le premier à cligner des yeux. Ce n'a duré qu'une seconde, mais je l'ai vu. La façon dont son sourire a vacillé, la façon dont ses sourcils ont tressailli très légèrement, comme si son cerveau essayait de se recalibrer en temps réel. Tout le monde s'est figé aussi, mais de différentes manières. Léa s'est arrêtée au milieu d'une bouchée. Ma mère a tourné la tête vers moi si lentement qu'on aurait dit que la température de la pièce avait chuté de quelques degrés. Mon oncle s'est raclé la gorge. L'air était chargé de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais que je sentais vibrer sous ma peau. Tu plaisantes, a dit Benjamin, souriant toujours, mais maintenant ce n'était que des dents.
C'est une blague, n'est-ce pas? J'ai pris une autre gorgée de vin, j'ai posé mon verre et j'ai haussé les épaules. Non. Personne n'a ri cette fois. Benjamin a de nouveau gloussé, mais ça sonnait forcé maintenant. Tu es en train de me dire que tu es derrière ce procès? Quoi? Tu travailles pour le cabinet qui les représente? Non, ai-je dit en prenant nonchalamment un petit pain dans la corbeille. C'est moi qui l'ai déposé. Je représente le plaignant. Mon client est venu me voir il y a quelques mois avec une documentation assez convaincante, des captures d'écran, des emails, même des horodatages d'un dossier de pitch partagé. J'ai déchiré le pain en deux lentement, ma voix égale et calme. Ils affirment que votre entreprise a volé leur concept, l'a légèrement modifié et l'a utilisé dans votre dernier dossier pour les investisseurs. Pendant un instant, on aurait dit que personne ne respirait. Puis ma tante a ri. C'était un rire sec et inconfortable. Oh, allez, Thomas. C'est la Toussaint. On ne peut pas parler de procès et de ces histoires de il a dit, elle a dit. Je l'ai ignoré. Je ne lui parlais pas. Mes yeux sont restés fixés sur Benjamin. Tu te souviens du nom de Daniel Grenier? Il s'est raidi, juste un peu. Juste assez pour que je sache que j'avais touché un point sensible. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, a finalement dit Léa, regardant de moi à Benjamin et vice-versa. Tu poursuis son entreprise, pour de vrai? Benjamin s'est rapidement ressaisi. C'est ridicule, a-t-il dit en agitant la main. Un type pense qu'il a eu la même idée que nous. Et maintenant il pleure parce qu'on l'a mieux exécuté. Ça arrive tout le temps dans la tech. Ça ne veut pas dire que c'est valable. Thomas est juste l'avocat qui en profite. Ça a piqué, mais j'ai laissé passer. J'ai eu affaire à pire dans les tribunaux. Vous avez signé un accord de non-divulgation lorsque vous avez accepté cette réunion, ai-je dit. Votre entreprise, en tout cas. C'est un document contraignant. Benjamin a ricané. C'est vague. Ce n'est pas exécutoire. Mon sourire ne m'a jamais quitté. C'est ce que nous verrons au tribunal. Et juste comme ça, le pouvoir a changé de camp. Il le savait. Je le savais. Mais tous les autres, ils essayaient encore de comprendre. Ma mère a rompu le silence la première. Thomas, pourquoi est-ce que tu parles de ça ici? Quel genre de personne vient à une réunion de famille et jette un procès sur la table? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fléchi sous sa déception. Le genre de personne qui est assise ici toute la soirée pendant que tout le monde se moque de lui. Le genre de personne qu'on a traité de sensible pour avoir demandé à ne pas être ridiculisé. Le genre de personne qui fait son travail et qui découvre que le type qui l'insulte devant la dinde est le même type qui essaie de dissimuler des preuves dans une affaire judiciaire. Elle a cligné des yeux une fois, mais je n'avais pas fini. Vous m'avez élevé pour que je travaille dur, que je suive les règles, que je me dresse quand quelque chose ne va pas. Mais quand je le fais vraiment, soudain, j'en fais trop. Ça ne vous dérange pas que les gens me rabaissent tant qu'ils le font avec le sourire? Personne n'a dit un mot. Je me suis levé lentement, laissant ma serviette tomber sur mon assiette. Vous voulez savoir le pire? Ai-je dit, la voix stable. Je n'allais même pas en parler. Je ne suis pas venu ici pour remuer le couteau dans la plaie. Je suis venu parce que tu me l'as demandé. Parce que tu as dit que la famille comptait. Mais maintenant, je suis assis ici et je réalise que peut-être, ça ne compte que lorsque je suis assez petit pour qu'on me marche dessus. Je me suis tourné pour partir. Thomas, attends, a commencé ma mère, mais j'ai levé la main. J'ai fini d'attendre. Je suis sorti, mon manteau sur l'épaule, le cœur battant, non pas de nervosité, mais de quelque chose de plus froid. De résolution. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant même que j'aie bu mon café. D'abord, un SMS de ma mère. Il faut qu'on parle. Puis un autre de mon frère, Julien. Benjamin panique. Il dit que tu l'as pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Puis Léa. Bien sûr. Tu as sérieusement gâché la Toussaint pour tout le monde. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé décanter. J'ai laissé le silence grandir. Parce que c'était vraiment le point de rupture. Pas le procès, pas les pics,
pas même le moment au dîner où j'ai dégoupillé la grenade. Le point de rupture, c'était de réaliser que quoi que je fasse, peu importe mes réussites, le silence que je gardais, le nombre de dîners auxquels j'assistais, je ne serais jamais considéré comme suffisant. Pas à moins de me faire tout petit. Pas à moins de laisser des gens comme Benjamin me parler de haut pendant que tout le monde riait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'associé principal de mon cabinet. Apparemment, Benjamin avait essayé de le contacter par des canaux non officiels. Il voulait régler les choses personnellement. Je lui ai dit d'en parler à mon client. S'ils étaient ouverts à la négociation, nous suivrions les voies légales appropriées. Pas de raccourci, pas de faveur. C'est là que j'ai vraiment compris. Il pensait que parce que nous avions partagé une table, je ferais marche arrière. Que j'allais simplement classer l'affaire et prétendre que rien ne s'était passé. Mais il ne me connaissait pas. Pas vraiment. Il ne connaissait que la version de moi que Léa lui avait probablement peinte. Silencieux, maladroit, le cousin qui avait eu de la chance avec un diplôme de droit, mais qui ne s'était jamais vraiment intégré à la famille. Le reste de la semaine a été un tourbillon de de SMS et de messages vocaux passifs-agressifs. Tante Carole a appelé pour dire que j'avais embarrassé Léa. Oncle Marc a suggéré que je laisse tomber parce que qu'est-ce que la famille si ce n'est le pardon? Même ma mère a essayé de jouer les médiatrices, en disant, peut-être y a-t-il un moyen de régler ça sans que ce soit si public. Public? Ce mot n'arrêtait pas de résonner dans ma tête, parce que c'était ce qui les inquiétait vraiment, n'est-ce pas? Pas la vérité. Pas de savoir si Benjamin avait réellement volé quelque chose. Ils s'inquiétaient que les gens puissent voir. Voir que le petit ami de leur princesse n'était pas aussi invincible qu'il y paraissait. Voir que je n'étais peut-être pas le paillasson sur lequel ils pensaient pouvoir s'essuyer les pieds. Mais le pire, la partie qui m'est restée, qui tournait en boucle dans ma tête, c'était un message que Léa a envoyé 2 jours plus tard. Tu as toujours eu un problème avec le fait que j'attire plus l'attention. Tu ne pouvais pas me laisser avoir quelque chose de bien pour une fois. Il fallait que tu gâches tout. Celui-là m'a blessé, parce que malgré toutes nos différences, je n'avais jamais voulu rien gâcher pour elle. Je me souvenais de chaque pyjama party d'enfance, de chaque secret stupide que nous avions juré de garder. Je me souvenais quand elle avait pleuré de ne pas avoir été admise dans l'université de ses rêves et que j'étais resté debout tard pour l'aider à trouver des alternatives. Je me souvenais quand elle s'était cassé le poignet en tombant de vélo et m'avait supplié de ne dire à personne qu'elle essayait d'impressionner un garçon, alors je ne l'ai pas fait. Je me souvenais quand elle m'avait appelé au milieu de la nuit parce qu'elle avait peur de rater son cours de commerce. Et je me souvenais que j'avais toujours répondu présent. Mais dans son esprit, j'étais le méchant maintenant. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je ne voulais pas rester silencieux, parce que je ne voulais pas jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Et ainsi, le silence s'est étiré. Je ne suis pas allé au dîner du dimanche. Je n'ai pas répondu à la conversation de groupe quand tante Carole a envoyé des photos de son chat avec un chapeau de pèlerin. Je n'ai même pas accusé réception du SMS de Joyeux Noël qui est arrivé 1 mois plus tard. J'en avais fini de jouer la comédie. Mais le truc, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car pendant que ma famille essayait de me faire passer pour le problème, l'entreprise de Benjamin a commencé à péricliter. Les procédures judiciaires sont devenues plus complexes. Des preuves ont fait surface, email, horodatage, pitch d'investisseurs qui ressemblaient étrangement à la proposition originale de Daniel. Soudain, ce procès bidon n'était plus si facile à rejeter. Et Benjamin a commencé à s'effondrer. Mais cette partie, c'est là que ça devient intéressant. Et croyez-moi, plus personne ne riait. Pendant des semaines après la Toussaint, tout semblait statique. Je fonctionnais en mode automatique, je me réveillais, j'allais au travail, je répondais aux emails, je déposais des requêtes, je préparais des mémoires, mais à l'intérieur, j'étais en pilote automatique. J'avais déjà traversé des périodes difficiles. Les études de droit avaient été brutales. Mon premier emploi après l'université m'avait presque brisé. Et il y avait eu des nuits, au début de ma carrière, où je restais allongé sur le sol de mon studio, à fixer le plafond, me demandant si je me sentirais un jour à ma place dans le monde pour lequel j'avais si durement travaillé. Mais ça, c'était différent, parce que ça ne concernait pas le travail. Ça ne concernait pas l'argent, l'échec ou le syndrome de l'imposteur. Ça concernait ma famille, les gens qui étaient censés me soutenir même quand je trébuchais. Et pour la première fois, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'avais perdu quelque chose de permanent,
quelque chose qui ne reviendrait pas. Je n'ai pas été invité au brunch annuel que tante Carole organisait chaque janvier. Pas de selfies de groupe, pas de blagues d'initiés sur qui avait mis trop de jus d'orange cette année. La conversation de groupe familial s'est tue autour de moi, à l'exception d'un occasionnel et passif-agressif « j'espère que tout le monde va bien » et qui ne m'était clairement pas destiné. Même Julien, mon frère, la seule personne qui, je le pensais, aurait pu me soutenir, a cessé de prendre des nouvelles après que je n'ai pas répondu à son 3e SMS « ça va ». Le fond du trou n'est pas arrivé avec une dépression spectaculaire. Il est arrivé avec le silence, un vide qui me suivait partout. Je restais à la maison le week-end, la télévision diffusant des émissions que je ne regardais pas. Je passais devant mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et ne prenais pas la peine de le vérifier. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport, arrêté de cuisiner pour moi, juste des boîtes à emporter, des échéances et le même sweat à capuche gris tous les jours. Et pourtant, quelque part dans ce silence, quelque chose a changé. C'est arrivé progressivement. Au début, je ne l'ai même pas réalisé. Ça a commencé par un appel de mon client, Daniel, le gars qui était venu me voir des mois auparavant avec ce pitch deck et un besoin désespéré que quelqu'un le croie. C'était un gars combatif, au début de la trentaine, sans beaucoup de relations. Son idée de start-up n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais elle était intelligente, efficace, et plus j'examinais l'affaire, plus je réalisais à quel point le vol de Benjamin avait été audacieux. « Salut », m'avait dit Daniel lors d'un de nos appels tardifs. « Je voulais juste te remercier encore. » La plupart des gens m'auraient ri au nez. Je me souviens d'avoir fixé mon ordinateur portable dans le noir, ne sachant pas quoi dire. Je n'avais pas parlé à Daniel du fiasco de la Toussaint. Il ne savait pas que le type que nous poursuivions m'avait insulté devant toute ma famille autour d'un gratin de patates douces. Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais l'avocat qui ne l'avait pas laissé se faire écraser. « Tu m'as donné une chance », a-t-il dit. Ça veut tout dire. Ça m'est resté. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à relire le pitch deck original de Daniel. Non pas que j'en ai eu besoin. Il était déjà gravé dans ma mémoire, mais je voulais me souvenir de ce qui m'avait poussé dans ce combat en premier lieu. Et en parcourant les diapositives, quelque chose a fait tilt. Cette affaire, ce n'était pas à propos de Benjamin. Ce n'était même pas à propos de Léa ou de ma mère ou de quiconque était assis autour de cette table ce soir-là. C'était une question de vérité, de défendre quelque chose quand tout le monde voulait juste en rire. Alors, je me suis remis au travail. J'ai commencé à arriver tôt au bureau, à rester tard, à creuser plus profondément. J'ai arrêté de penser comme quelqu'un sur la défensive et j'ai commencé à penser comme quelqu'un qui construit quelque chose. Chaque requête que je déposais, chaque preuve que je cataloguais, tout cela faisait partie d'un tableau plus vaste maintenant. Une affaire qui pourrait faire des vagues, non seulement pour Daniel, mais pour tous les outsiders qui se sont fait voler leurs idées par un fraudeur au verbe facile en mocassin sans chaussettes. En même temps, j'ai commencé à sortir lentement de l'ornière dans laquelle j'avais sombré. Je me suis forcé à retourner à la salle de sport, même si ce n'était que pour 20 minutes sur le tapis de course. J'ai cuisiné un repas à partir de 0 par semaine. Puis 2. J'ai supprimé la conversation de groupe et mis en sourdine les réseaux sociaux de Léa. Pas par dépit, juste pour la paix. J'ai recommencé à lire. Pas des mémoires juridiques, des livres, des histoires, des idées. J'ai même acheté une guitare d'occasion dans un magasin du quartier. J'avais toujours voulu apprendre. Et soudain, il n'y avait plus d'excuses. Et la chose la plus étrange, c'est que plus ma vie devenait calme, mieux je me sentais. Fini les faux sourires. Fini d'essayer de maintenir la paix à mes propres dépens. Juste moi, m'écoutant enfin. Pendant ce temps, l'affaire s'intensifiait. L'équipe juridique de Benjamin était en déroute. Chaque fois qu'ils essayaient de discréditer la chronologie de Daniel, nous lâchions une nouvelle bombe. Métadonnées, email, même un SMS où Benjamin avait accidentellement transféré une partie du pitch deck original de Daniel à l'un de ses conseillers. L'arrogance était stupéfiante. Je n'ai pas été surpris quand la nouvelle du procès a commencé à fuiter dans la presse tech. Quelques blogs ont publié des titres comme « Une start-up en plein essor fait face à un procès pour violation de propriété intellectuelle et ce fondateur est-il trop beau pour être vrai ?» Rien de majeur pour l'instant, mais les rumeurs grandissaient. Puis est venue la déposition. Benjamin est entré dans la pièce comme s'il était toujours sur scène. Cheveux gominés, montre polie, costume trop serré, mais sous l'assurance, je pouvais le voir,
les fissures se formaient. Il ne s'attendait pas à être interrogé sur le grill. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit moi qui pose les questions. J'ai gardé un ton calme, professionnel, mais chaque question était une aiguille qui se faufilait à travers la toile qu'il avait tissée. Et quand j'ai présenté la diapositive originale de Daniel qui avait été copiée presque mot pour mot dans le dossier d'investisseur de Benjamin, il a bafouillé. Je n'ai pas fait cette diapositive. Non, ai-je dit en tapotant mon stylo. Votre directeur technique l'a faite, en utilisant des fichiers d'un dossier partagé. Le même dossier auquel votre entreprise a accédé après avoir signé un accord de non-divulgation avec Daniel Grenier. Vous savez comment ça s'appelle, Benjamin? Il n'a pas répondu. Violation. Il a regardé son avocat. Son avocat a baissé les yeux, et j'ai su que nous le tenions. Après la déposition, les choses ont bougé rapidement. Daniel a commencé à recevoir des appels d'investisseurs qu'il avait initialement ignorés. On a toujours aimé l'idée, disait-il. On ne savait juste pas si elle avait du potentiel. Maintenant, il le savait. Maintenant, il voyait ce qui s'était réellement passé. Et soudain, Daniel n'était plus l'outsider. Il était le gars qui avait tenu bon et gagné. L'un de ses investisseurs m'a contacté, m'a dit qu'il aimait ma façon de gérer les choses, m'a demandé si j'avais déjà envisagé de faire du conseil à temps plein pour des fonds de capital risque, pour les aider à vérifier les entreprises dans lesquelles ils investissaient. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, à rire à nouveau, et le meilleur, c'est que je n'avais plus besoin de l'approbation de personne pour le faire, car j'avais trouvé quelque chose de plus fort que la validation. J'avais trouvé la clarté. La clarté que je ne devais le silence à personne simplement parce qu'il partageait mon sang. La clarté que faire ce qui est juste n'est pas toujours propre, confortable ou applaudi. La clarté que parfois, quand le monde qui vous entoure est construit sur des mensonges fins comme du papier et des sourires en plastique, être la personne qui dit la vérité est la chose la plus radicale que vous puissiez faire. Et pourtant, malgré tout, une partie de moi se demandait si j'aurais des nouvelles de Léa. Des semaines ont passé. Rien. Jusqu'à un soir, alors que je fermais le bureau tard, j'ai vu son nom clignoter sur l'écran de mon téléphone. Elle appelait, et je n'avais pas entendu sa voix depuis la Toussaint. Je suis resté là à regarder l'écran, à le regarder sonner. Je n'ai pas décroché, parce que je savais que quoi qu'elle ait à dire maintenant, ça ne réparait rien. Mais je savais aussi autre chose. Ce n'était pas la fin. Loin de là. Parce que les retombées ne faisaient que commencer. Et Benjamin. Benjamin n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le message de Léa est resté dans ma boîte de réception pendant 5 jours avant que je ne l'ouvre. Pas parce que j'étais en colère. J'avais dépassé ça. Mais parce que je n'étais plus curieux. Aucune partie de moi n'avait besoin de sa validation, de ses excuses, ou même de ses regrets. Mais finalement, j'ai cliqué. C'était court, froid. Tu m'as prise de court. Je ne sais pas si on peut s'en remettre. Benjamin dit que tout ça, c'est parce que tu es jaloux et amer. J'essaie de croire que ce n'est pas vrai, mais pour l'instant, je ne sais pas, c'était tout. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de reconnaissance que l'entreprise de Benjamin essayait activement d'enterrer un vol qui pourrait ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Juste tu as rendu les choses gênantes pour moi. Classique Léa. Et avec ça, quelque chose s'est mis en place. Une clarté que je n'avais pas réalisée que j'attendais. Je n'allais pas seulement gagner ce procès. J'allais enterrer le récit qu'ils avaient tous tissé pendant des années. Celui où j'étais l'intrus. Le cousin trop sensible. Celui qui ne savait pas avoir le sens de l'humour. J'allais arracher le masque de la petite start-up suffisante de Benjamin et exposer tout ce qu'ils avaient volé, tout ce sur quoi ils avaient menti aux investisseurs, aux partenaires, même aux médias. Et je n'allais pas le faire par vengeance. J'allais le faire parce que c'était juste. Mais je mentirais si je disais que ce n'était pas un peu personnel. Parce que maintenant, j'avais quelque chose que Benjamin n'avait pas. J'avais les preuves. La première chose que j'ai faite a été de creuser plus profondément. Nous avions déjà un dossier solide avec les chaînes de mai et les métadonnées. L'équipe de Benjamin avait été négligente et nous les avions pris la main dans le sac en train de copier des diapositives essentielles du deck de Daniel. Mais je voulais plus. Je voulais savoir jusqu'où la pourriture s'étendait. Alors, j'ai commencé à fouiner. J'avais un contact, Julie,
une personne avec qui j'avais travaillé lors d'une mission de conseil l'année précédente. Elle faisait partie de l'équipe de diligence raisonnable d'un fonds de capital risque de taille moyenne. Intelligente, discrète, et avec accès à toutes sortes de réseaux d'investisseurs privés. Quand j'ai expliqué la situation, elle n'a pas hésité. « Oh, cette entreprise », a-t-elle dit avec un rire sec. « Oui, ils font des vagues, mais pas dans le bon sens. » Plusieurs d'entre nous se demandaient combien de temps il faudrait avant que quelqu'un ne les dénonce. Julie m'a donné accès à un forum d'investisseurs internes où les discussions anonymes sur les transactions louches et les startups douteuses étaient la norme. Et bien sûr, enfoui dans un fil de discussion datant de 2 mois, il y avait une pépite. Entendu de quelqu'un chez Launchbridge que Brandotech a falsifié ses utilisateurs actifs mensuels le trimestre dernier. Chiffre gonflé pour boucler la série B. L'analyste qui l'a découvert a dû signer un NDA. Launchbridge était l'un des premiers investisseurs de Benjamin. Et s'il y avait ne serait-ce qu'une rumeur de falsification de chiffres sur un tour de financement, c'était une bombe à retardement. Je l'ai noté. Ensuite, j'ai commencé à compiler tout ce qui était public. Les interviews que Benjamin avait données, les articles de blog que son entreprise avait publiés, un épisode de podcast où il décrivait comment il avait eu l'idée sous la douche après une course particulièrement intense. Drôle, sachant que Daniel avait des horodatage sur son Google Drive datant de près de 6 mois avant ça. Chaque citation, chaque extrait sonore, chaque message de relation publique gonflé est devenu une brique de plus dans le mur que je construisais. Puis est venue la plus grande surprise. Daniel m'a appelé un matin et m'a dit « je viens de recevoir un message bizarre sur LinkedIn. Un gars qui travaillait chez Brandotech dit qu'il a des documents. » « C'est sérieux ?» ai-je demandé. « On dirait bien. Il dit qu'il est parti en mauvais termes, mais il a vu ce qu'ils m'ont fait et il ne trouve pas ça juste. Il s'appelait Marcus, ancien chef de produit junior, et il avait toute une chaîne de mails où Benjamin et son directeur technique discutaient de la refonte des diapositives de Daniel pour s'adapter au nouveau récit. Non seulement ça, mais il y avait des mémos internes où Benjamin se vantait que personne ne nous attaquera. Le gamin n'a pas l'argent pour un avocat. J'ai lu cette phrase 4 fois. Le gamin n'a pas l'argent. Benjamin pensait que c'était juste un autre vol facile, qu'il pouvait voler, développer et se retirer avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le gamin trouverait quelqu'un qui savait exactement comment jouer sur le long terme. Maintenant, j'avais des preuves. J'avais un mobile. Il me fallait maintenant une opportunité. L'affaire judiciaire se déroulait exactement comme prévu. Les avocats de Benjamin faisaient de leur mieux pour bloquer, retarder, nier. Mais la dynamique changeait. Chaque requête de communication de pièces que nous déposions révélait quelque chose de nouveau. Et pourtant, même si l'affaire devenait en béton, je savais que le tribunal ne suffirait pas. Parce que même si nous gagnions, même si le tribunal accordait des dommages et intérêts à Daniel, Benjamin serait toujours capable de retourner la situation. Il accuserait un ancien employé mécontent. Il appellerait ça un malentendu. Il réglerait l'affaire, disparaîtrait pendant 6 mois et se réinventerait sous un nouveau nom. À moins que nous ne rendions l'affaire publique. Mais je ne pouvais rien divulguer tant que la phase de communication des pièces était en cours. Cela pourrait compromettre l'affaire. Alors, à la place, je me suis concentré sur la construction d'un dossier parallèle, une version non juridique de tout ce que nous savions. L'histoire, la chronologie, la fraude, l'idée volée, l'arrogance, tout. Je l'ai partagé avec Daniel. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « C'est ton futur portrait dans la presse, ai-je dit. Pour quand tout ça sera fini, quand tu seras le gars qui a affronté une start-up malhonnête et qui a gagné. » Il a ri nerveusement. « Tu penses que ça intéressera quelqu'un ? » « Ils s'y intéresseront, ai-je dit. Crois-moi. Parce que j'avais déjà vu ça. Le monde de la tech adore les outsiders, surtout ceux qui visent plus haut et qui gagnent. Et Benjamin, il cherchait pratiquement à tomber de son piédestal. J'ai de nouveau contacté Julie. Elle m'a aidé à faire circuler discrètement des parties du dossier par des canaux de confiance. Juste assez pour faire parler les gens. Pas de fuite, juste des chuchotements, juste des questions. Est-ce que Brandotech a volé son produit principal ? Pourquoi Launchbridge s'est-il retiré de leur série C ? Benjamin est-il vraiment celui qu'il prétend être ? La pression a commencé à monter. Et pendant que tout cela se passait, j'ai préparé la dernière pièce. La conférence.
WestTech était la plus grande conférence de start-up de la côte ouest. Des milliers d'investisseurs, de fondateurs, de journalistes et de consultants, tous sous un même toit. Benjamin avait été invité à prendre la parole lors d'une table ronde intitulée « Croître avec intégrité, comment diriger à l'ère moderne ». L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai contacté les organisateurs par l'intermédiaire d'un de mes contacts et j'ai obtenu une place d'intervenant de dernière minute pour Daniel dans une session pour fondateurs de start-up, plus petite mais toujours très fréquentée. Rien de spectaculaire, juste une intervention de 10 minutes sur le financement éthique et la protection de la propriété intellectuelle. Mais ce serait suffisant. Assez pour planter l'histoire, assez pour que les gens le voient. Et quand il le ferait, quand il commencerait à faire le lien entre l'histoire de Daniel, les gros titres des procès et le retrait soudain du financement de Brandotech, la vérité frapperait comme un marteau. Le coup final est arrivé une semaine avant la conférence. L'entreprise de Benjamin a publié un communiqué de presse discret annonçant une restructuration stratégique et une refonte du développement produit. C'était du jargon d'entreprise pour dire mode panique. Quelques investisseurs ont commencé à se retirer. Leur directeur technique a brusquement démissionné. C'était écrit. Mais Benjamin ne le voyait toujours pas. Il pensait encore qu'il pouvait bluffer pour s'en sortir. J'ai reçu un appel ce soir-là de ma mère, de toutes les personnes. J'ai entendu dire que tu continues de t'en prendre à Benjamin, a-t-elle dit, la voix tendue. Penses-tu vraiment que c'est la meilleure façon de gérer les choses? J'ai fait une pause. Oui, je le pense. Tu as rendu les choses très difficiles pour Léa. Les gens parlent. Elle est humiliée. Léa a choisi de s'humilier elle-même, ai-je dit calmement, en se tenant aux côtés de quelqu'un qui vole, qui ment et qui traite tout le monde comme s'ils étaient inférieurs à lui. Ce n'est pas de ma faute. Silence. Puis, doucement, je ne te reconnais plus. J'ai souri pour moi-même. Bien, ai-je dit. Ça veut dire que je fais enfin quelque chose de bien. Et ainsi, le décor était planté. Benjamin montrait sur la scène de cette conférence dans un costume sur mesure et arborait son plus beau sourire. Daniel raconterait tranquillement son histoire à 2 salles de là. Et à la fin du week-end, tout le monde saurait. Le vol, l'arrogance, les mensonges. Il ne s'agissait plus seulement d'un procès. Il s'agissait d'un héritage. Et j'allais m'assurer que la vérité aurait le dernier mot. Le premier jour d'WestTech est arrivé comme l'inspiration lente et régulière avant un coup de poing. La ville bourdonnait de Tesla de location, de cliquetis de badges et de cafés froids hors de prix. Une mer de fondateurs en herbe et de capital risqueurs fraîchement diplômés a inondé le centre des congrès du centre-ville, chacun se frayant un chemin vers la disruption qui sentait le plus la prochaine licorne. J'étais déjà allé à WestTech 2 fois, mais cette année, c'était différent. Cette année, je n'étais pas juste un autre costume dans la foule. J'étais le gars qui tenait l'allumette. La table ronde de Benjamin était prévue pour le samedi après-midi. Croître avec intégrité. Ce titre me faisait encore rire. Organisé sur la scène principale, c'était un emplacement de choix. Des dizaines de caméras, des blogueurs tech au premier rang, tous les grands noms du capital risque jetant un œil depuis le fond. Benjamin était présenté comme la tête d'affiche. Sa photo, souriant, la mâchoire serrée, la main sur le menton comme s'il venait d'inventer l'eau potable, était placardée sur les bannières promotionnelles comme s'il était la réincarnation de Job. La session de Daniel avait lieu 2 heures avant, dans la salle B12. Plus petite, plus calme, pas de projecteur, pas d'équipe de tournage, juste un petit podium, quelques chaises en plastique et une foule d'environ 60 fondateurs en phase de démarrage venus apprendre à éviter les pièges juridiques. Il a failli ne pas venir. Je ne sais pas si je peux faire ça, m'a-t-il dit ce matin-là. Nous étions assis sur un banc à l'extérieur du lieu, sirotant tous les deux un café tiède en silence. Tu n'as pas à faire une conférence TED, ai-je dit. Tu dois juste dire la vérité. Le reste se fera tout seul. Il a hoché la tête. Alors il va être dans le même bâtiment que moi. C'est tellement dingue. Je l'ai regardé. Et ce soir, il regrettera de l'être. L'intervention de Daniel a commencé calmement. Quelques personnes sont entrées, puis quelques autres. À la 10e minute, la salle était pleine. Il n'a pas commencé avec du drame. Pas de théâtralité, juste une voix stable et une histoire. J'ai eu l'idée d'une plateforme pour aider les petites entreprises à se connecter avec des micro-investisseurs. Je l'ai pitché. J'ai eu quelques réunions.
L'une d'elles était avec Brandotech. Il n'a pas utilisé le nom de Benjamin directement, ce qui était intelligent, mais la salle bourdonnait déjà. Ils ont signé un accord de non-divulgation. Nous avons partagé des documents. Ils ont refusé. Pause. Quelques mois plus tard, j'ai vu mon deck avec un nouveau logo être présenté à un concours de start-up. Mot pour mot, diapositive pour diapositive. Le public était silencieux maintenant. Pas d'ordinateurs portables ouverts, pas de conversation parallèle, juste des yeux rivés vers l'avant. J'ai pensé à laisser tomber, mais quelqu'un m'a dit, le vol ne devient pas de l'innovation simplement parce que le voleur obtient un financement de capital risque. Ce quelqu'un, c'était moi. Il n'a pas dit cette partie. Il n'en avait pas besoin. Il a terminé son discours par une seule phrase. Ne laissez pas la peur d'être difficile vous empêcher d'avoir raison. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en une ovation debout. Et là, dans cette salle de conférence ordinaire avec de la moquette bon marché et des néons bourdonnants, j'ai su que nous avions gagné la foule. Mais la guerre n'était pas finie. Pas encore. Benjamin est monté sur la scène principale 2 heures plus tard comme s'il était toujours le roi. Flanqué de 2 autres PDG et d'un modérateur qui vénérait clairement le sol sur lequel il marchait. Il s'est lancé directement dans son monologue habituel. Chez Brandotech, nous croyons en l'intégrité, l'innovation et la croissance avec un but. L'ironie a failli m'étouffer. J'étais debout au fond, me fondant dans la foule, juste un autre participant anonyme. Mais je n'étais pas seul. Julie était là aussi. Daniel était assis à côté d'elle. Le menton relevé, les yeux perçants. Nous n'étions pas là pour chahuter. Nous n'en avions pas besoin. Parce que la vraie vengeance était déjà en marche. 2 heures avant la table ronde de Benjamin, j'avais discrètement téléversé notre plainte sur une base de données publiques d'affaires judiciaires, quelque chose que n'importe qui pouvait consulter avec le bon lien. Puis Julie avait envoyé ce lien, avec notre dossier méticuleusement préparé de citations, d'horodatage, de comparaisons de diapositives et de chaînes de mai, à 3 personnes spécifiques, un blogueur tech de niveau intermédiaire connu pour ses révélations, un journaliste de capital risque respecté couvrant la responsabilité des startups, et un influenceur tech montant sur TikTok avec un demi-million d'abonnés et un amour pour le drame. L'histoire a explosé. Ça a commencé comme un murmure dans les rangs du fond pendant le discours de Benjamin. Les téléphones vibraient, les écrans s'illuminaient d'alerte. Puis sont venus les chuchotements, les gens vérifiant l'article, faisant défiler, se parlant à l'oreille. Au moment où Benjamin répondait à sa 3e question facile sur ce qui rend un fondateur digne de confiance, le premier journaliste avait tweeté « Info exclusive, un procès révèle que Brandotech aurait volé sa propriété intellectuelle principale à une plus petite start-up après avoir signé un NDA. » Le fondateur Benjamin Price est directement nommé. L'article complet arrive dans 10 minutes. Le modérateur a cligné des yeux, a regardé son téléphone, puis a relevé la tête. L'un des autres intervenants s'est agité, mal à l'aise. Benjamin a continué à parler, mais il le sentait. Le silence dans la salle n'était pas de l'admiration. C'était de la tension. Le genre de tension polie et acérée qui survient quand tout le monde sait quelque chose que vous ignorez. Puis est venu le TikTok. Un peu moins de 2 minutes. Une comparaison côte à côte du deck de Daniel et de celui de Benjamin, encerclant le texte, zoomant sur le fil de mai où Benjamin écrivait « Le gamin n'a pas l'argent pour faire quoi que ce soit ». Il avait déjà 20 000 likes à la fin de la table ronde. Benjamin est descendu de scène pour faire face à un SM de caméra. Mais cette fois, personne ne lui posait de questions sur sa feuille de route. Il lui posait des questions sur le procès, sur les emails, sur le pitch volé. Il a essayé d'en rire, a dit « C'est un malentendu. Nous sommes confiants dans notre position, mais sa voix s'est brisée. » Je l'ai regardé de l'autre côté du hall attraper le bras de Léa, la tirant à l'écart, le visage tordu de panique. Sa bouche était une ligne fine, les bras croisés. Elle vérifiait déjà son téléphone, lisant ce que le monde savait maintenant. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui défendait son petit ami. Elle avait l'air de quelqu'un qui réalisait qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. En 48 heures, les retombées ont commencé. La page LinkedIn de Brandotech est devenue inactive. Launchbridge a publié une déclaration indiquant qu'il suspendait tout soutien, en attendant une enquête. 2 de leurs conseillers ont démissionné. Puis sont venus les emails des journalistes, ce que je voulais. Un long article a été publié une semaine plus tard. David contre Goliath,
comment une start-up combative a affronté un chouchou de la Silicon Sentier et a gagné. Il ne me nommait pas directement. Ça m'allait. Mais l'histoire de Daniel est devenue un symbole de la défense de ses droits. En un mois, Daniel a bouclé un nouveau tour de financement. De l'argent propre, de vrais investisseurs. Il a rebaptisé l'entreprise. Il a emménagé dans un vrai bureau. Et il m'a demandé d'être son conseiller juridique permanent. J'ai dit oui. Benjamin, de son côté, a disparu des réseaux sociaux. La dernière chose que l'on a entendue, c'est qu'il était poussé à la démission par ce qui restait de son conseil d'administration. Le monde de la start-up est passé à autre chose sans lui, comme il le fait toujours. Un jour, il était un visionnaire. Le lendemain, juste un autre récit édifiant. Quant à Léa, elle m'a envoyé un autre message. Celui-ci était différent. Je ne connaissais pas toute l'histoire. J'ai eu tort. J'aurais dû écouter. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le silence n'était plus amer maintenant. C'était la paix. Des mois plus tard, je me tenais dans le nouveau bureau de Daniel, regardant une nouvelle équipe de développeurs travailler autour de tableaux blancs et d'écrans. « Tu penses encore au procès ?» m'a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non. Je pense à toutes les fois où j'ai failli ne pas me présenter. Il a tourné la tête. Content que tu l'aies fait. Moi aussi. Parce qu'à la fin, la vengeance n'était pas la décision du tribunal ou les gros titres. C'était de devenir le genre d'homme qui ne bronchait plus, qui connaissait sa valeur, qui ne se rabaissait plus pour mettre les autres à l'aise. L'homme qu'ils ont sous-estimé encore et encore, jusqu'à ce qu'il brûle le masque qu'ils avaient façonné pour lui et ne regarde jamais en arrière. Je n'ai pas seulement gagné l'affaire. J'ai enterré le mensonge.